Très heureux de vous retrouver toujours sur le salon Global Industry en direct du plateau de JE Channels et je suis en compagnie ce matin de Marc Troya. Bonjour Marc Troya. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Huron. Oui. Et puis également vous êtes président du secteur machine-outils chez Evolis. On va parler de ce grand regroupement d'entreprises. Parfait. Evolis. Et alors on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on va évoquer la machine-outil. Ouais. Bien sûr, un secteur qui est représenté de façon très forte sur Global Industry depuis de très nombreuses années. C'est le cœur un peu de l'activité industrielle. Et on aura bien sûr des directs et des petites interviews flash comme ça. On va retrouver Steve dans les allées du salon dans quelques instants et on va aller à la rencontre des exposants. Parfait. Et puis on va en même temps échanger ensemble pour faire un peu le panorama aujourd'hui du secteur de la machine-outil, voir comment on a traversé un peu les différents défis récents. Oui. Et comment on va faire mieux pour l'avenir. Alors tout d'abord, quelques mots peut-être du groupe Huron dont vous êtes directeur général. On peut resituer un petit peu et puis après on parlera d'Evolis tout à l'heure. Très bien. Huron, c'est une entreprise historique créée Oui. en 1858 dans la banlieue de Strasbourg, qui s'appelle Huron pour la fusion de Huré et de Grafenstaden, d'où le nom aujourd'hui, Huron Grafenstaden, qui regroupe aussi des grandes marques historiques comme Gambin. Exact. Donc on a une usine dans la banlieue de Strasbourg, on fabrique des machines en France qu'on distribue mondialement. Et c'est l'exemple même, l'exemple réussi, on va dire, d'une intégration dans les territoires. Juste après, on va arriver au sujet de la machine-outil, mais on a beaucoup discuté hier avec les hommes politiques et les organisations de comment on va réorienter la réindustrialisation, comment on va l'implanter dans le territoire. Ah. Et finalement, on se rend compte qu'on a des success stories, des usines historiques, des entreprises historiques qui font partie de la vie économique du territoire, qui exportent à l'international. Ah. Et ça marche et vous êtes bien intégrés et tout va bien. Enfin, c'est pas tout va bien, il y a des problèmes, mais Oui, disons que... voilà, la machine-outil est un monde assez difficile. tout à fait. Bien d'équipements capitalistiques. En cas de crise, c'est la première chose on déplace, on décale dans le temps, voire on supprime. Donc tous les acteurs de la machine-outil, voire du bien d'équipement industriel, sont les premiers impactés en cas de crise. Néanmoins, on a une capacité de rebond, la preuve en est. Ici, c'est le salon de la machine-outil, du bien d'équipement industriel, de production manufacturière. Il y a du monde dans les allées, il y a des exposants, donc il y a des sociétés historiques, il y a des start-up. Il y a tous les corps de métier qu'on va trouver dans l'industrie qui sont représentés ici. Donc effectivement, il y a une bonne capacité de rebond dans cette industrie, malgré tout ce qu'elle peut avoir comme soucis au quotidien, que ce soit techniques, commerciaux, managériaux, ressources, autant pour les constructeurs que pour leurs clients. Tout à fait. Alors, on va évoquer un peu cette situation. Dans le salon, vous l'avez fait depuis déjà pas mal d'années, j'imagine. Vous êtes un des... Depuis presque toujours. Oui. Avant que ça soit Global Industry, c'était un certain nombre de salons auxquels on participait à un salon ou à un autre, en alternance entre Paris et Lyon. Depuis, je veux dire depuis toujours, ou presque. Excellent. Et donc ce secteur de la machine-outil, vous venez de l'évoquer, il y a toute la partie, on va dire, bien sûr, mécanique. Aujourd'hui, il faut lui associer de plus en plus de numérique, ça change un petit peu le métier aussi. Comment se passe cette intégration, on va dire, alors qu'on avait des métiers historiques qui étaient sur le temps long, avec de la construction de machines très précises et assez mécaniques. Aujourd'hui, de plus en plus, on va retrouver du numérique. Alors, on trouve depuis très longtemps du numérique. Depuis les années 80, la révolution des commandes numériques, il y avait déjà du numérique, mais effectivement du numérique concentré à l'intérieur de la machine. Ce qui fait la spécificité d'aujourd'hui, d'une dizaine d'années, c'est que l'informatique, le numérique, sortent de la machine. Pour aller d'une machine à une autre machine, pour fabriquer d'une machine intégrée dans un système, que ce soit un système de production, que ce soit un système de diffusion d'informations. Donc le numérique sort de la machine-outil, sort même de l'atelier dans lequel il y a la machine-outil. Donc c'est ça qui est assez nouveau. C'est ça qui est nouveau et on parle d'interopérabilité entre les machines. C'est ça qui doit aussi vous motiver dans la conception des machines aujourd'hui, de dire comment on va pouvoir les connecter entre elles. Alors il y a deux aspects.
Depuis toujours, on sait lier une machine à une autre machine par un réseau, par des entrées-sorties, par quoi que ce soit, mais de manière spécifique, avec des développements informatiques. Chaque constructeur faisait ses développements, donc l'interopérabilité, c'est simplement la normalisation des dialogues, de manière à ce que ça ne soit pas complexe de lier des machines et qu'on puisse se focaliser sur, non pas comment ça marche, mais à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Donc l'interopérabilité, c'est ça. C'est facile de connecter les machines. Maintenant, il reste à découvrir les usages, fabriquer les usages qu'on connaît aujourd'hui, qui étaient les usages cibles, et de savoir imaginer les usages de demain que toute cette numérique va pouvoir nous permettre de faire. Alors, je vois comment on a fait cette petite intro. Je vois que Steve est prêt à nous présenter son premier invité. Steve, je vous laisse la parole. Vous êtes, je crois, sur le stand d'EcoBob Industrie. Alors, on a interverti un petit peu parce que vous savez qu'au salon, il y a beaucoup de stands. On est passé d'abord chez EFD Induction et comme son nom l'indique, c'est un spécialiste de l'induction. Alors, je suis avec Hakim Sayag, ingénieur commercial, bonjour, qui va nous présenter en 2 mots l'entreprise et puis après aller sur les solutions en matière d'induction. Alors, EFD, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous sommes un groupe norvégien présent mondialement. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est solutions de chauffe par induction depuis bientôt plus de 50 ans et nous sommes leaders européens. Au niveau français, on a 2 sites, un site principal qui est sur Grenoble et un site sur Marcoussis qui est spécialisé dans tout ce qui est forge et fonderie ainsi que dans la fabrication d'inducteurs. D'accord. Alors, l'induction dans l'industrie, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut savoir que c'est le procédé de chauffe le plus efficace. On va injecter directement de la chauffe dans la pièce et surtout, on va pouvoir cibler l'endroit où on veut injecter cette chauffe. Alors, on a une source d'énergie qui est totalement électrique. On a une tête qui est mobile, un inducteur qui va générer un champ électromagnétique et qui va créer des courants dans la pièce qui vont faire que ça va chauffer. D'accord. Alors peut-être avant d'aller sur le détail de cette machine, dont vous allez nous faire une petite démonstration, les champs d'application de vos systèmes et puis aussi évidemment les clients. Alors, le principe de base, c'est que toute pièce conductrice peut être chauffée par induction. Donc à partir de là, ça nous ouvre vraiment un champ d'application qui est large, comme le traitement thermique, le frettage, le brasage, etc., etc. Le décapage, il y a plein d'applications. Donc il y a plein d'industries qui peuvent être concernées par la chauffe par induction. Au niveau des clients, historiquement, on a l'automobile. Dans le domaine des transports, on a aussi l'aéronautique, le naval, le ferroviaire, l'énergie, la fabrication de câbles électriques, l'éolien, le nucléaire et d'autres industries comme l'agroalimentaire, l'agriculture et la construction. En fait, faut vraiment se rappeler ce principe de départ. Partout où on peut chauffer une pièce conductrice, on peut chauffer par induction de manière avantageuse par rapport à des process historiques comme le gaz, etc. etc. D'accord. Les bénéfices, justement, pour le client, pourquoi il vaut mieux chauffer par induction qu'avec le gaz, par exemple, que vous venez de citer ? Alors, deux avantages principaux, c'est le gain d'énergie et l'efficacité. On va être rapide, précis, maîtrisable et surtout répétable. Rapide, la chaleur va être injectée instantanément. Précis, grâce à la construction de l'inducteur, on va pouvoir cibler là où on va amener la chauffe. Répétable, avec les paramètres de chauffe qui sont figés dans la machine, on va pouvoir répéter les mêmes paramètres sur diverses pièces. Et maîtrisable, c'est-à-dire qu'on sait quelle quantité d'énergie on va injecter dans la pièce. Ce sont tous ces avantages, effectivement. Alors, vous nous avez parlé du principe et des avantages, évidemment. Vous exposez plusieurs équipements. En tout cas, il y en a un devant nous. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Et puis, vous allez faire une petite démo rapide. Bien sûr. Alors, c'est le Minac qui est un générateur mobile et compact. Il a un design qui peut paraître un peu particulier, mais qui a été mûrement réfléchi pour une expérience intuitive de l'opérateur, un écran incliné à 45 degrés pour pouvoir lire facilement cet écran. L'écran est entièrement tactile et intuitif. La tête de chauffe qui est totalement mobile sur laquelle on va venir fixer un inducteur qui va permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de générer la chauffe. Et c'est un procédé qui est, vu que c'est électrique, entièrement décarboné. Donc le Minac rentre dans un accompagnement, de même que tous nos équipements, dans un accompagnement d'une industrie décarbonée.
Alors avant de faire une petite démo, l'application, là, pour le coup, on l'a comprise. Par contre, l'innovation sur cette machine, puisque vous êtes un spécialiste de l'induction, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette machine, par rapport aux autres? C'est plus rapide, c'est plus... Alors, c'est surtout plus flexible et plus mobile. On a une tête de chauffe qui est entièrement mobile par rapport à d'autres systèmes où on va avoir plus un boîtier sur lequel on va venir fixer l'inducteur. Là, l'opérateur, donc vous voyez, il y a ce qu'on pourrait appeler un pistolet qui va permettre à l'opérateur vraiment de manière flexible de pouvoir aller braser à l'endroit qui braser, chauffer, fréter à l'endroit qu'il désire. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est dans ce format-là, on va sur des puissances qui vont jusqu'à 80 kW, mais notre gamme de générateurs peut monter jusqu'au mégawatt. Donc on a vraiment une fourchette très très large en termes d'accompagnement. Au niveau des applications, on couvre vraiment un spectre extrêmement large. Alors vous allez actionner cette petite merveille. Montrez-nous un petit peu et puis un petit commentaire sur ça. Il nous reste 30 petites secondes. Alors là, je vais actionner la gâchette. Vous allez voir que instantanément, ça va générer. Donc là, vous voyez, ça rougit et le haut reste quand même à température entre guillemets ambiante, même si c'est un peu chaud. Et je peux jouer avec la gâchette, donc je peux monter très rapidement à quelques centaines de degrés, mais je pourrais également faire un maintien aux alentours des 100-200 degrés sur un temps qui est indéfini. Donc vous voyez, ça rougit instantanément et c'est vraiment très rapide, précis. Vous avez pu le voir avec la partie noire qui restait au-dessus. Là, elle a rougi parce qu'il y a eu de la diffusion, mais c'est vraiment très précis, très ciblé et très rapide. Très rapide surtout, on l'a vu. Oui. Alors, eh bien, merci pour cette présentation. Vous savez tout en plateau désormais sur l'induction avec EFD. Vous pouvez venir les voir évidemment sur le stand à Global Industries. Peut-être une question en plateau si vous avez le temps. Voilà. Merci Steve. Non, plutôt on va rebondir sur ce que disait l'exposant à l'instant. Quand il nous a présenté sa machine, on va parler avec notre invité Marc Troya du design et de l'ergonomie. Merci à votre exposant. On se retrouvera tout à l'heure dans les allées. On vient de le voir avec la démonstration là, de cet exposant de EFD Induction. L'ergonomie des machines aujourd'hui, le caractère intuitif des postes de travail, il a considérablement évolué, j'imagine. Oui. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation, c'est un sujet vraiment pour vous, pour la conception des machines. Il y a déjà le design. Hein, une usine aujourd'hui, souvent c'est beau. Les machines sont esthétiques et ça fait partie du plaisir, ça fait aussi partie de la manière d'attirer des nouveaux collaborateurs, particulièrement des jeunes. Après, l'ergonomie, c'est devenu extrêmement important. Le spectre des compétences, le spectre des typologies de machines, des technologies qui sont à utiliser pour faire une production est devenu de plus en plus large. On intègre de la technologie, de la mesure, du traitement thermique, du sablage, autour de l'usinage, autour de la soudure. Un opérateur, s'il a une machine qui est complexe à utiliser, soit n'y arrive pas, soit passe plus de temps en formation qu'en production. L'industrie, c'est tout simple, hein, c'est productif ou ça disparaît. Puisque la compétition mondiale existe. Donc l'ergonomie, la facilité d'utilisation, c'est une clé de performance industrielle, tout simplement à cause de la largeur de spectre des technologies que les opérateurs de ces machines ont utilisées. Aujourd'hui, on n'a plus un atelier de trempe ici, un atelier de rectif ici, un atelier d'usinage là-bas. On fait des îlots de production multi-technologies. Donc ça doit être accessible. Accessible, il y a le plaisir de travailler et puis il y a aussi l'effort, le fait que tout d'un coup les postes de travail aujourd'hui sont reconsidérés pour, on parle bien sûr de performance, mais il y a le plaisir du travail et puis il y a le côté bien-être aussi qui devient avec la QVT chose d'essentiel. Il y a le côté bien-être, c'est un deuxième aspect important dans l'esprit de beaucoup de gens, que ce soit le corps enseignant, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit les gens qui changent et qui veulent aller dans l'industrie. L'industrie, il y a encore une image de Zola. Hein. On tape avec un marteau sur un bout de fer chauffé au rouge. Pourtant, on y travaille. Mais on y travaille, mais ça reste encore, c'est extrêmement ancré. Ouais. Dans la mesure où on a un poste de travail qui peut être peu fatigant, peu contraignant, on arrive du coup à aller attirer des gens qui sont bien faits, mais qui ne connaissent pas l'industrie a priori. Et l'a priori de l'industrie, c'est les temps modernes de Charlot. Ouais. Alors qu'on en est évidemment extrêmement loin aujourd'hui. Donc ça reste un sujet, on veut dire, marketing pour attirer des collaborateurs.
Excellent. Je retiens tout à l'heure, comme vous avez dit, l'industrie est belle. C'est aussi Sébastien Gillet le dit régulièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, une usine, on en parlera d'ailleurs, ça sera un des thèmes de conférence cet après-midi, les usines éco-responsables, de plus en plus, on va vers des lieux de vie qui sont extrêmement bien pensés. Alors, on revient à la machine-outil. Les secteurs, les grands secteurs de la machine-outil aujourd'hui, avec ceux qui sont, on va dire, un peu dans la tendance et dans les besoins du marché, et les autres qui sont un petit peu plus en retrait ou qui sont en réinvention. Comment vous voyez ça, vous, chez Evolis? Les technologies les plus anciennes, on va retrouver la forge, on va retrouver l'emboutissage, on va retrouver l'usinage, donc l'enlèvement de matière, que ce soit par des outils coupants ou de la réactif. Ce sont des très anciennes technologies, mais qui néanmoins évoluent. Alors, elles évoluent en partie par soubresaut. Il y a une trentaine d'années, on a inventé l'usinage UGV. Aujourd'hui, c'est devenu une technologie courante. Les outils coupants évoluent tous les jours. Des nouvelles matières, des outils en céramique, ou des nouveaux matériaux à utiliser. Donc, cette technologie, néanmoins, évolue tous les jours. Il y a aussi aujourd'hui quelque chose qui est assez spécial. On parle bien sûr d'impression 3D, c'est nouveau. Ça devient maintenant industriel. C'était considéré comme une technologie en compétition avec d'autres technologies historiques, ce qui n'est pas le cas. C'est des technologies complémentaires qui permettent de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire dans le passé. Toutes les technologies maintenant peuvent se mélanger. On va mélanger des matières, de la fibre de carbone, des matières plastiques, du métal. On va mélanger de l'usinage, de la forge, de la tôlerie, du pliage, de la découpe. Donc aujourd'hui, toutes ces technologies se mélangent. Autant elles doivent évoluer d'un côté à un autre, mais elles doivent aussi évoluer parce qu'on va faire des pièces composites de plusieurs technologies. Alors, on va revenir justement sur cette fusion entre les matières, entre les technologies. On va avoir un exemple concret en rejoignant Steve dans les allées du salon. Steve qui est donc avec, je pense, Ecobaum Industrie. Voilà, oui, je oui, te Jacques, passe la parole, Steve, et pour nous présenter, donc pour nous parler de machines de lavage-dégraissage. Voilà, tout à fait. On a enfin trouvé le stand d'Ecobaum Industrie. Alors, je suis justement avec son président, Eric Beaune. Bonjour. Donc, président de l'entreprise, spécialisée dans les solutions de lavage. Alors, peut-être un mot sur votre structure, sur votre entreprise? Donc, Eric Beaune, président de la société Ecobaum Industrie et propriétaire depuis 20 ans de cette société. Nous sommes spécialistes en équipement de lavage, donc dans tous les domaines, de la mécanique, du luxe, de l'aéronautique, du nucléaire. Donc tous les domaines de pièces mécaniques à nettoyer après usinage ou pendant les process. Nous avons différentes solutions à proposer à nos clients. D'accord, oui, allez-y. Donc il y a différentes solutions. Donc on va avoir des solutions au solvant, donc conformes à l'environnement, solvant non chloré, avec les marques Roll. Après on a des solutions lessivielles par aspersion, avec la marque Technox en Italie. Et après j'ai une solution par multicuve ou cuve ultrasonique, avec la marque Brio ultrasonique, espagnole, et qui nous apporte beaucoup de nouvelles solutions depuis 2 ans que j'ai repris cette marque sur la société Ecobaum Industrie. Aujourd'hui, on est une société de 5 personnes. On fait de l'importation, de la distribution et de la proposition de solutions de lavage à nos clients. On les accompagne depuis l'origine du projet jusqu'à la sortie des pièces. Et donc, moi, je vais approcher vers une machine, vous présenter plus particulièrement une machine d'ultrasons à multicuve, qui va permettre à des clients d'évoluer dans le luxe beaucoup, dans la pièce mécanique, dans le nettoyage des moules et divers domaines d'activité dans la mécanique. Donc ça, l'ultrason, c'est le NEC plus ultra en matière de machines de lavage aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait partie des machines très compétitives en lavage. Sachant qu'en plus, Brio Ultrasonique, qui est notre partenaire, a développé des ultrasons très spécifiques collés à chaud. Ce qui permet d'avoir une puissance plus importante d'ultrasons avec moins de consommation, ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui. On va diviser par 2 à peu près les consommations électriques. Donc on lave mieux et on consomme moins. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'accompagner nos clients aussi et apporter des solutions sur l'énergie. C'est un des points forts des machines que l'on peut proposer aujourd'hui, sachant que le virage avait été pris déjà par nos fabricants depuis une dizaine d'années. Et même dans le lavage, on économise. Il le faut.
On est obligé parce que c'est des solutions qui vont tourner dans certaines usines 24 heures sur 24, ce qui fait que si on consomme 30 kW, c'est cher. Donc si on arrive à diviser par 2 ou par 3 les consommations, c'est très intéressant. Alors, cette fameuse machine, donnez son petit nom, et puis le principe évidemment de fonctionnement. On va faire une petite démo rapide et puis une explication en direct. Alors dites-nous un petit peu. Alors voilà, donc on va avoir une petite machine. Donc celle-ci fait partie de la plus petite des gammes. On va avoir un panier mis 2 pièces. On va retrouver plusieurs bains. Celle-ci représente 3 bains. C'était une petite machine pour présenter en démonstration toute simple. On va avoir un lavage. Là, elle est en train de plonger en machine de lavage. Donc là, on va avoir un cycle qui va être plus ou moins long en fonction de la salissure des pièces. On peut avoir des pièces polies avec de la boue, avec des particules. Et là, on va faire le premier lavage de la pièce pour exprimer le maximum de copeaux et de boue. Ensuite, on va rentrer dans un système de 2e bain qui va être le rinçage et éventuellement un 3e bain en rinçage eau déminéralisée ou autres produits. Et pour finir, par un séchage air chaud en automatique. Donc le cycle va durer en moyenne de 10 minutes à 20 minutes, 25 minutes en fonction des difficultés. On peut avoir des multicuves qui font 10 cuves l'une derrière l'autre. Donc c'est bien des processus de lavage qu'on définit avec nos clients et à la qualité définie. Alors j'ai une question toute bête, ça sert à quoi de laver? Déjà d'avoir des pièces propres. Donc parce qu'on les sort d'usinage, elles sont polluées par de la boue, par de l'huile d'usinage. Donc après, il y a des processus soit de revêtement, de lavage, de processus pour pouvoir faire du montage, de la qualité de montage, donc et pour monter les pièces. Et on va laver les pièces pour qu'elles soient exemptes de toute salissure. Il y en a qui vont aller en peinture, donc on ne peut pas laver une pièce qui est peinte d'une pièce sale. D'accord, c'est ça. Et ça, c'est la dernière machine. Donc on le rappelle, vous êtes distributeur, ça c'est la dernière machine. Et on fait les SAV. On assure tous les SAV de nos machines. D'accord. Votre domaine, vous m'avez dit le luxe, l'industrie. Le luxe, l'industrie, l'aéronautique, le nucléaire et tous les domaines d'activité liés à la pièce mécanique et plastique. Donc en fonction des typologies de machines, on peut avoir de la très grosse machine ou de la tout petite machine. Les plus grosses cuves que l'on peut avoir en ultrasons, par exemple, dans ce domaine-là, sont de 4, 5 000 litres, 6 000 litres la cuve. D'accord, très bien. Peut-être une question en plateau, Jacques et Eric Bonne d'Ecobum Industrie. Alors justement, est-ce que vous avez un format maximum de pièces un format maximum de pièces, quand on évoque des cuves de 5000, 6000 litres, ça représente quel type de pièces vous pouvez laver dans ces conteneurs? D'accord. Alors on me demande en plateau, Jacques Paris, quel est le format maximal des pièces que vous pouvez laver dans ces conteneurs justement? Sur ce salon hier, tout simplement, j'ai une demande de projet pour des pièces qui font 2500 par 2000 par 500 de haut, avec 3 tonnes de charge. Donc le salon est très intéressant et c'est des tailles que l'on peut faire dans des cuves. Donc il n'y a pas de limite spécifique. Après, on fabrique du spécial après. Voilà, Jacques, à Global Industries, il n'y a pas de limite. Exactement. Retour en plateau. Alors, on va retenir ça. Sky is the limit, comme on disait hier avec nos invités sur le plateau. Merci Steve, merci beaucoup à Monsieur Baume et très bon salon alors à lui, puisque s'il a des demandes de cette taille-là, c'est fabuleux. Alors on le voit, il y a beaucoup de sur-mesure dans la machine-outil. On viendra à ce domaine particulier du lavage, de la maintenance un petit peu après. On en était donc au secteur, à cette fusion entre les machines-outils. Les secteurs se rapprochent en fait. Avant, il y avait pas mal de silos, oui. Et c'est ce que vous voyez, vous, sur le marché, un peu un rapprochement de certains secteurs. Alors, on voit effectivement les rapprochements de technologie. Il y a aussi un certain nombre de rapprochements qui viennent des clients, qui vont non pas demander une pièce usinée ici, une pièce plastique ici, mais qui vont demander un ensemble. Donc il va y avoir non seulement des rapprochements de technologie, mais éventuellement des rapprochements d'entreprises. Que ce soit capitalistique, sous forme d'un GIE ou d'un GME, de manière à pouvoir répondre avec plusieurs technologies, chacune maîtrisée par une entreprise, à un appel d'offres ou à un marché qui, lui, va demander des pièces finies et qui sont de technologie ou de matériaux composites. Donc ça fait aussi une partie de la nouveauté, alors non pas côté opérateur, mais côté patron des entreprises, de savoir travailler
en équipe ou de savoir travailler en partenariat ou de savoir travailler avec des liaisons capitalistiques pour répondre à une demande, que ce soit une demande nationale, locale, départementale, voire une demande au grand export. La machine-outil, le bien équipement français s'exporte quand même beaucoup, ce qui est un bon signal. Et on a donc des demandes qui peuvent venir de tous les secteurs d'activité de l'industrie et de tous les secteurs géographiques en règle générale. Au plus c'est loin, au plus ce sont des demandes complexes. Quand on s'adresse à la France, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Oui. Et donc il y a quand même un pôle d'excellence en France sur la machine-outil. On n'a pas forcément autant d'usines qu'on le voudrait, mais on équipe les usines ailleurs dans le monde. On peut peut-être avoir cette vision-là, vous qui êtes à Strasbourg. Vous avez une partie de votre production qui part à l'international, j'imagine. On est entre 60 et 70% de la production exportée. Un petit peu moins en ce moment, tout simplement du fait qu'on ne peut plus exporter en Russie. Donc ça c'est logique, hein, dans le principe. Donc on a une part exportation qui s'est un peu réduite. Et toutes les entreprises exportent vers des marchés qui sont des marchés de technologie. Donc on va bien sûr trouver l'automobile qui est un marché de technologie, le naval, bon, dans des dimensions qui sont un peu supérieures. À côté de toute la mécanique qu'on connaît, on va aussi retrouver d'autres secteurs d'activité, l'emballage, bien sûr la robotique, la métrologie, toutes les technologies connexes à la fabrication des pièces qui sont maintenant intégrées. On ne fait pas un atelier en stockant des pièces qu'on va contrôler une semaine plus tard. On va faire des pièces qui sortent bonnes d'un îlot de fabrication. Donc on va retrouver non seulement la fabrication de la pièce, son lavage, son contrôle, et en règle générale une partie d'assemblage et de l'emballage. Donc toutes ces technologies-là se complètent pour tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Que ce soit pour fabriquer un bateau, un moteur d'avion ou un petit moule pour un tube de rouge à lèvres. Et donc aujourd'hui, on a cette collaboration un peu augmentée. C'est quelque chose qui se tisse au fil des années, notamment avec des événements comme Global Industries, où toute la profession se rencontre. On a ce sentiment que fédérer l'écosystème aujourd'hui, c'est hyper important, y compris dans des secteurs comme la machine-outil. Comme la machine-outil et tous les périphériques qu'on va trouver autour, que ce soit du convoyage de pièces, que ce soit du travail sur la pièce, donc de la valeur ajoutée sur la pièce. Un certain nombre d'organisations professionnelles travaillent dans ce sens-là. Bon, la Fédération des industries mécaniques est un moteur, l'organisation professionnelle Evolis est aussi un moteur, la filière des solutions d'industrie du futur est aussi un moteur pour réussir à cette transformation organisationnelle dans les entreprises. Très bien. Alors, on va revenir après sur Evolis et sur les organisations parce que c'est un point important. Je vois que Steve est prêt. Steve, je crois que tu es en compagnie d'un responsable de Rossler France, une gamme de sableuses. Tout à fait, je suis même avec Jérémy Lecam qui est commercial chez Rossler. Et donc ce sont des machines de traitement mécanique de surface. Jérémy me l'a fait noter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et où est-ce que vous travaillez? Dans quel domaine? Avec quelle machine? Alors, donc du coup, comme vous le disiez, la société Rossler est spécialisée dans le traitement mécanique de surface. Donc les technologies proposées sont les machines de tribofinition, des grenailleuses à turbine, des sableuses à air comprimé, à voie sèche et humide, et ainsi que le post-traitement des pièces issues de fabrication additive. Donc voilà, donc la société Rossler France dispose de son propre centre d'essai et distribue des médias, donc tout ce qui est consommable et abrasif. Donc voilà, donc fort de son département robots et applications, elle accompagne ses clients. Excusez-moi, donc ce serait quand même dommage. Voilà. Elle accompagne ses clients dans la conception et la fabrication d'outillages et dans l'intégration des robots. Donc voilà, et elle peut compter aussi sur son propre bureau d'études mécanique, automatisme et informatique industrielle, pour s'inscrire aussi dans l'industrie 4.0 sur toutes nos machines. Donc voilà, donc ici on peut présenter l'air blasting. Alors oui. Alors effectivement, vous avez une gamme de sableuses, hein, c'est bien ça, qui s'appelle RSK. Et puis vous avez ce que vous appelez le air blasting. Vous allez nous en dire un mot. Je crois qu'on en voit une derrière. C'est ça, il y a des sableuses et il y a le air blasting. Expliquez-nous un petit peu. En fait, le air blasting chez Rossler France correspond à une gamme de machines donc de sablage, grenaillage à air comprimé, dont la gamme RSK en fait partie.
Donc on peut s'attarder sur cette gamme de machines RSK parce qu'elle est vraiment... On va demander à Pierre de venir un peu... On va demander à Pierre de se positionner un peu plus près. C'est une gamme de machines intéressante parce que elle a plusieurs atouts. Donc son premier atout déjà, c'est son ergonomie, avec sa porte frontale qui s'ouvre sur le dessus, qui permet un chargement-déchargement des pièces facile. Donc sur l'avant, mais aussi sur le dessus, avec un moyen de manutention type pont ou élévateur pour surtout essentiellement les pièces lourdes. Donc voilà, et son deuxième atout majeur, en fait, c'est sa multitude de fonctions et d'options pour répondre à des cahiers des charges qui peuvent être divers et variés pour nos clients. Donc en fait, c'est des options qui permettent de faire bouger la pièce de plusieurs manières et de faire bouger les buses aussi de plusieurs manières. Voilà. Air blasting, c'est-à-dire, c'est un principe de traitement différent de ce que vous aviez déjà dans votre gamme? C'est quelque chose, une technologie nouvelle? C'est une gamme parmi tant d'autres en fait. Donc comme je le disais, l'air blasting correspond à une gamme de machines de traitement mécanique de surface, mais à air comprimé. C'est-à-dire qu'en fait le média est projeté sous forme donc avec de l'air comprimé, donc soit avec un procédé de succion. Donc on a des machines succion ou des machines pression. Pour des résultats qui peuvent être différents sur la pièce suivant le cahier des charges et la demande du client. Qu'est-ce que ça permet, l'air comprimé, justement? Ça permet de mieux laver, ça permet de moins consommer. On était chez Cobham à l'instant où on lave avec de l'ultrason, donc on consomme moins et puis on lave mieux. C'est ça l'idée? C'est différent en fait. On est sur des applications, donc on est sur tous les domaines d'application et sur des pièces diverses et variées parce qu'on a des machines qui s'adaptent aux dimensions de la pièce. Et on peut donc utiliser le traitement de surface mécanique par air comprimé pour faire de l'ébavurage, du satinage, de l'aspect de finition sur les pièces, du matage, de la préparation avant peinture, de la préparation avant soudure. Il y a tout un tas d'applications sur les pièces, quoi. Et dans quel secteur ça s'adresse? À quel secteur ça s'adresse surtout? On touche tous les secteurs d'activité. Et une gamme très large de pièces qui peuvent être traitées dans nos machines. Une gamme large avec des formats différents. Des formats différents parce qu'on a une gamme de machines qui s'adapte au format des pièces, qui s'adapte aussi aux formes des pièces, qui peuvent être plus ou moins complexes. Si on a des zones à traiter qui sont difficiles à accéder, on peut aussi adapter des outillages spécifiques parce que Rossler France possède son propre bureau d'études. Et on accompagne nos clients dans la conception d'outillage et encore une fois dans l'automatisation et la robotisation. Rossler est un leader sur les machines automatisées sur le marché des machines à air comprimé. Dernière question rapide, il y a un mot qui est mis en valeur sur votre stand, c'est tribofinition. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tribofinition, c'est un autre procédé de traitement mécanique de surface. Donc, qui complète en fait les différents procédés qu'on propose. Voilà, c'est complètement différent. Mais voilà, on distribue ce type de machine aussi. D'accord. Voilà, Jacques, vous savez tous sur Rossler, à vous en plateau. Merci beaucoup Steve, et puis je vous laisse courir car il va falloir qu'on remonte un petit peu le timing pour arriver et finir à l'heure sur ce sujet, sur ce plateau. Merci beaucoup Steve, et puis merci à la maison Rossler pour cette présentation. On était là sur le sur-mesure, on l'a vu aussi avec Ecoboom. Quand on parle de personnalisation de masse aujourd'hui dans le secteur de l'automobile, dans tous ces secteurs-là, ça a aussi un impact sur vous, quelque part, parce qu'avant, on était dans une standardisation, hop, on fait une machine, tout, hop, on va gagner en performance. Et aujourd'hui, on doit intégrer cette notion de, du sur-mesure, quelque part. Ouais. Effectivement, c'est pas une révolution, mais c'est un changement de méthode de fonctionnement. La fabrication par lot, on fabrique 10 000 pièces, on les stocke, on change de campagne, on fait 10 000 pièces. Ça fonctionne encore, mais c'est pour des marchés particuliers de masse. Quand on personnalise une voiture, on ne personnalise pas les pistons. Personnalise la partie, dire qui est accessible au conducteur. Et effectivement, là, on est capable de faire de la grande série jusqu'à des séries unitaires. Et donc, c'est effectivement là que la numérisation nous permet de faire ça, que ce soit la numérisation des pièces, la configuration automatique des machines, à la fois pour produire la pièce, mais pour sa logistique,
pour ses flux, pour son contrôle, pour son lavage. Donc la totalité de la chaîne entre la matière brute et la pièce finie doit être capable de faire des séries jusqu'à 1 de manière productive et rentable. Donc le changement de campagne, le changement de gamme, etc., c'est une technologie qui a beaucoup évolué, grâce entre autres à la numérisation, à la robotisation, à la fois à l'intérieur des machines, l'interface homme-machine, la programmation des machines. Ce sont des choses qui existent depuis assez longtemps, mais qui n'étaient utilisées que dans des cas particuliers. Ça devient presque maintenant le cas général. Voilà, et là le numérique est un apport essentiel dans cette finesse de programmation, dans le traitement de surface derrière. Le numérique va être super important. C'est même vital. Si on change de campagne à chaque pièce, bon, dans certains cas on fait une pièce qui va durer une semaine pour être fabriquée, dans certains cas c'est une pièce qui va durer quelques dizaines de secondes à être fabriquée. C'est-à-dire que ça doit être déjà programmé et on vient appeler dans la machine le programme pour la pièce. Donc la programmation en pied de machine unitaire ne fonctionne plus dans ces cas-là. Donc quelque part, on a effectivement besoin d'avoir pré-programmé, pré-modifié les machines et on vient juste appeler le programme de fabrication de la pièce dans la totalité des étapes du flux de fabrication. Donc sur la totalité des machines qui composent le flux. Excellent. Alors je vois, Steve est en train de battre des records de waouh. Non, voilà. Alors, on va le retrouver dans quelques instants sur le stand de GF Machining Solutions. Donc, cette personnalisation de masse, elle touche en fait un peu tous les secteurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'automobile, mais on se rend compte que aujourd'hui, toutes les pièces sont très designées, même si on est dans, je dis, l'électroménager, dans l'aviation, dans le design intérieur. Tous les secteurs aujourd'hui ont besoin d'un petit peu cette touche. Tiens, je m'adresse au consommateur final et je lui fais exactement la pièce qu'il souhaite. Alors, c'est vrai dans le consommateur final, on parle de cosmétiques, on parle d'un intérieur de voiture, mais ça va être aussi vrai sur des pièces extrêmement techniques. On ne fabrique pas des réacteurs d'avion en masse pour les stocker et en attendant de les monter sur un avion. On fabrique le réacteur qui va sur l'avion qui est en cours de montage dans l'usine à quelques dizaines de kilomètres. Donc même pour des pièces extrêmement techniques, alors ce n'est pas de la personnalisation pour le client lui-même, si. On vend un moteur d'avion à un fabricant d'avion, c'est lui le client, et on va avoir de la personnalisation jusque dans des ensembles extrêmement complexes comme un moteur. Donc aussi à cet endroit-là, on va avoir de la personnalisation, non pas pour le client lui-même en tant qu'individu, mais pour le client en tant qu'entreprise. Alors, je vois que Steve est prêt dans les allées. Bravo pour le run. Je crois, Steve, que tu nous emmènes dans l'univers de GF Machining Solutions. Ah oui, c'est un grand univers. D'ailleurs, je suis avec son représentant, même son DG, directeur général, François Duval. Bonjour, François Duval. Bonjour. Alors, il va nous présenter évidemment un petit peu l'entreprise rapidement. On fait quand même un petit CV au départ, et puis après, les solutions, et puis les services que vous montrez sur ce salon, puis celles que vous ne montrez pas, évidemment. Bien, donc GF, c'est un groupe suisse qui s'appelle Georg Fischer, qui est bicentenaire, qui a été créé en 1803, donc un très vieux groupe qui est dans la machine-outil depuis à peu près 70 ans, 50 ans en ce qui concerne l'électroérosion, qui a été vraiment le mariage important de deux grandes marques, Agier et Charmille, deux marques célèbres dans le domaine de l'électroérosion. On est plus ou moins les créateurs de cette technologie. C'est ce qui nous a fait connaître sur le marché, en particulier le marché des moulistes. Derrière, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Micron, qui fait des fraiseuses, qui venait compléter notre offre, puis Système 3R pour compléter l'offre encore avec des solutions d'outillage et des solutions d'automation. Puis est venu, pour améliorer encore la qualité de nos moules, la texturation laser, la fabrication additive, le micro-usinage laser. Donc GF a une palette très très large de produits à offrir. Comme je disais, l'ADN de notre société, c'est la précision, le moule et la matrice. Ça nous a amené à servir des marchés qui sont les marchés de l'automobile, les marchés de l'aéronautique, le marché du médical, l'ICT, electronics, tout ce qui est informatique, électronique, communication, le packaging et d'une manière générale l'industrie générale. Ce qui, bien sûr, nous amène à être présents ici sur un salon qui est un salon de référence, qui marque un double retour pour notre groupe. Le retour post-Covid. Je pense que tout le monde avait
plaisir à se réinscrire à un salon de cette importance. Tous les grands acteurs se faisaient un devoir d'être là. Donc c'était important qu'on soit là. Et deux, parce qu'on est de retour après une période assez difficile pour GF, je ne le cache pas, et un beau redressement qui se passe plutôt bien. Une présence maintenant accrue au niveau national avec une acquisition qu'on a faite en région Rhône-Alpes, dans la région de Clermont-Ferrand, qui nous amène à augmenter notre capacité, à offrir du service supplémentaire, en particulier le rétrofit, la partie machine rénovée, constructeur de seconde main avec la garantie constructeur qu'on développe effectivement à Clermont-Ferrand. Tout ça justifié d'une présence de l'ensemble de mes équipes ici et d'un certain nombre de technologies représentatives de notre groupe. Malheureusement pas la totalité, du fait de la surface. On était un peu limité, mais on essaie de couvrir l'ensemble. C'est ça. Et ce qui appuie cette dynamique, évidemment, c'est l'innovation et les machines. Peut-être la description d'une ou deux machines présentes sur ce stand et pourquoi celle-ci? Alors, pourquoi celle-ci? Celle qui est derrière, Celle qui est derrière moi, la Cut-P 550 Pro, qui est une machine d'électro-érosion au fil, qui regroupe tout le savoir-faire de AJE combiné à celui de Charmy, sous la marque AJE Charmy. C'est la fusion des deux grands constructeurs, dotée d'une commande numérique Uniqua qui permet aux clients historiques AJE ou aux clients historiques Charmy de retrouver un environnement qui leur est familier. La machine peut switcher d'un environnement à l'autre. La méthode de programmation est familière, quelle que soit l'origine du client. Et elle est associée en plus à une robotique. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de tirer le maximum de productivité de nos moyens de production, de les rentabiliser au maximum. La robotisation est une réponse à ça. Et grâce à notre filiale suédoise qui s'appelle System 3R, on est capable de proposer une machine entièrement automatisée, comme c'est le cas ici. Voilà ce qu'on voulait présenter sur ce salon. Et là, justement, l'application et le domaine? Alors là, on couvre tous les besoins de nos clients moulistes, que ce soit effectivement, quels que soient les marchés d'application, c'est réellement les moulistes qui sont fans de ce genre de technologie. Voilà, Jacques, je suis sûr que vous aussi, en plateau, vous êtes fan de GF. Eh bien, carrément, Steve, on est fan. Merci beaucoup à GF Machining Solutions. Je vous laisse courir, Steve, pour qu'on continue sur ce rythme à découvrir les exposants du salon. Alors, toutes ces technologies qu'on voit, on peut parler peut-être de l'international, revenir, on le voit, des fusions de groupes comme ça, qui rassemblent des technologies. C'est quoi les concurrents directs aujourd'hui de la France? Comment on est situé dans le marché international? Vous disiez tout à l'heure que, bon, on exporte bien, vous-même, vous êtes un exemple avec une soixantaine de pourcents à l'international. Aujourd'hui, on se confronte à quel grand marché, on va dire, grands acteurs? Alors, les grands pays historiques de la machine-outil sont des pays mécaniques. Donc, on va retrouver bien sûr l'Allemagne, on va retrouver le Japon, on va aussi retrouver la République tchèque. Et dans une moindre mesure, mais plutôt sur des secteurs plus ciblés, on va retrouver l'Italie, on va retrouver l'Espagne, donc quelque part l'Europe de l'Ouest dans son ensemble. Les États-Unis, un petit peu moins en tout cas sur nos marchés, à part quelques marques plutôt très dynamiques. Donc c'est vraiment une compétition mondiale. On va avoir des pays asiatiques qui font des machines, que ce soit la Chine ou l'Asie du Sud-Est. On va retrouver bien sûr le Japon, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis. Partout on a des concurrents, partout il y a des marchés. C'est clair que le prix, la performance sont les deux critères. Aujourd'hui, la performance, c'est crucial, puisque la performance de la machine fait la performance du client derrière sa machine. Et la performance de l'intégration de la machine dans l'atelier du client, à la fois dans les flux physiques et l'interaction avec les opérateurs, c'est ça qui fait la performance d'un client et sa capacité de rester vivant, de se développer, d'exporter. Et on se rend compte que les attentes sont les mêmes. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait des petits ajustements selon les pays. Quand on exporte, finalement, c'est pas seulement une question de langue ou de procédure ou de choses comme ça. Même dans la conception des machines, on imagine qu'au Japon, il y a des choses un petit peu particulières. On sait qu'ils sont très forts dans l'automatisation, dans tout ce qui est management, lean management, les 5S, etc. Ils ont notre vision que nous de la machine-outil. Alors, le Japon est un peu particulier. Bon, c'est une île,
Alors le Japon achète beaucoup de Japonais, donc c'est très difficile de vendre au Japon. Ça c'est une chose. Effectivement, c'est très orienté lean manufacturing, mais c'est vrai presque partout. Donc c'est pas du tout une spécialité japonaise. On a des marchés où on va trouver plutôt une fabrication de machines haut de gamme, performantes, fiables, chères. D'autres marchés qui sont plutôt orientés sur la machine d'entrée de gamme ou de machines low cost. Alors on dit low cost, ça existe aussi. Et ça va dépendre donc du choix du client, de la typologie de sa production et de sa stratégie de maintenance et de service autour de ces machines. Donc, des marchés particuliers, on va dire tout simplement, aux États-Unis, on est plus sur des machines puissantes et en Europe, on est plus sur des machines subtiles. Mais exactement comme on va retrouver la dichotomie des voitures avec les petits moteurs performants chez nous et des gros moteurs aux États-Unis. C'est vrai aussi dans la machine. Après, ce sont les entreprises qui ont d'autres organisations. En Asie, on va dire en Asie du Sud-Est, on peut avoir beaucoup d'opérateurs, on va dire en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Europe de l'Ouest. On a un coût de main-d'œuvre qui est supérieur. On va plus travailler sur de l'automatisation, à la fois des flux, des contrôles, du nettoyage, de l'emballage. Donc c'est ça qui fabrique une différence d'accès au marché, mais il n'y a rien de très complexe dans la mesure où ça reste assez basique. Quand les opérateurs ne sont pas chers, on peut en mettre beaucoup. Quand ils sont chers, on met de l'automatisation. Excellent. Alors, on évoque là la machine haut de gamme, assez chère, avec du service autour, avec de la maintenance, ou d'autres un peu low cost et qui vont permettre peut-être des séries assez rapides, et puis après on change la machine plutôt qu'autre chose. La maintenance, c'est un sujet important aujourd'hui dans la machine-outil. Alors, c'est un sujet, on va dire, ce qui est important dans une machine-outil, c'est le TRS, c'est son rendement synthétique, qui va se composer de l'organisation du client lui-même autour de ses flux de pièces et de ses opérateurs, et d'une partie de la disponibilité de la machine. Une machine, c'est tout simple, quand elle est en panne, on doit s'associer à un dépanneur. Aujourd'hui, la majorité des machines sont connectées pour améliorer la performance du diagnostic, la performance du dépannage. Et très souvent, une machine qui est soi-disant en panne n'est pas en panne, elle est en arrêt parce qu'il y a un couac. Et donc une assistance technique, téléphonique, par visio, en téléconnexion, permet de redémarrer une machine. Donc ça participe du TRS de l'ensemble. Certains clients décident de faire la maintenance eux-mêmes, d'autres clients décident de déléguer la maintenance sous forme de maintenance préventive, prédictive. D'autres ont une stratégie de dire tant que ça marche, je ne fais rien et je ne fais que du curatif. Donc certains clients ont une stratégie, d'autres clients n'ont pas vraiment de stratégie, donc c'est aux constructeurs et aux distributeurs de les convaincre de quelle est pour eux la meilleure solution en fonction de la typologie du client. Excellent. Ce rôle d'accompagnement, on va parler juste après là, des organisations. Ce rôle d'accompagnement et de conseil, ça aussi j'imagine que c'est une partie qui est en train de se développer. On n'est plus simplement dans une relation commerciale, on va dire de base. Tiens, je cherche tel produit. Voilà, comme on évoque depuis tout à l'heure, tout ce qui est sur mesure, tout ce qui est vraiment le besoin le plus fin du client. Ça développe justement cette partie conseil. Aujourd'hui, on a un côté... pas forcément de partenariat, on ne va pas aller jusque-là, mais il y a une partie de conseil qui est en train de se mettre en place et de se développer, j'imagine. Alors, il y a une partie de conseil qui se développe sur deux aspects. Le fabricant ou le distributeur de machines conseille son client sur le choix des machines et sur des stratégies de maintenance ou des solutions de maintenance qu'il est capable d'amener. Et de notre côté, des sociétés qui font soit du numérique, soit de l'organisation de processus de maintenance, de processus de dépannage, vont eux-mêmes conseiller les constructeurs ou les distributeurs de machines de manière à mettre en place chez eux les capacités de réponse à un client. Donc il y a une partie qui est du numérique, de la captation de l'information, du traitement de l'information, pour qu'à la sortie, on puisse faire la prestation chez le client d'amélioration de performance, de traçabilité, d'amélioration de qualité, d'intégration de contrôle, d'interaction du contrôle sur la machine pour que la pièce soit systématiquement bonne. Donc c'est un domaine qui n'est pas encore complètement stabilisé. On n'a pas encore inventé tout ce qu'on va pouvoir proposer à des clients demain avec l'émergence de cette technologie numérique de connexion aux machines, de connexion au personnel, de connexion aux opérateurs, connexion aux experts chez le client, chez le constructeur ou chez des sociétés tierces qui possèdent une expertise numérique, mécanique, électronique dans les différentes technologies. Donc il y a encore beaucoup de choses à inventer. Exactement. Alors, on va bientôt retrouver Steve, je crois, sur le stand Rome. Tu es prêt, Steve, je crois, en regardant sur le prompteur. Eh bien, je te laisse la parole.
toujours prêt. Donc, je suis effectivement sur le stand de RUM avec Jean-François Alaiso-Guémas. Hein, vous êtes directeur commercial de l'entreprise. Alors, en un mot, le petit CV de RUM. Alors, RUM, c'est une société familiale qui a été créée en 1909. Nous sommes filiale française avec une fabrication en Allemagne et une fabrication en France spécialisée dans tout ce qui est le système de serrage pour l'industrie. Automobile, aéronautique, tous les domaines d'activité qui a besoin d'avoir de la fabrication et de l'usinage. C'est une entreprise allemande, il y a une filiale en France, c'est bien ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, quels sont les domaines principaux que vous touchez, les points forts de vos solutions et de vos produits? Nous touchons tous les domaines d'activité, en allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par le ferroviaire, l'armement, la sous-traitance et les machines-outils. Aujourd'hui, je dirais que nos points forts, ça serait vraiment de pouvoir toucher tous les, on va dire, les secteurs. Dès qu'on a un client qui a besoin d'avoir un système de serrage, on est capable de l'accompagner. On a 4000 produits standards et on est environ à 60-65% de spécial. On est capable d'adapter à la fois du standard au client et également de faire du spécial, 100% spécial pour pouvoir serrer les pièces clients et pouvoir les fabriquer. Alors, une question quand même. L'innovation dans le serrage, elle se situe où aujourd'hui? Alors, l'innovation dans le serrage, c'est la connexion, c'est le connecté, c'est le 4.0. Donc aujourd'hui, on a développé des systèmes, dans un premier temps, qui étaient pouvoir mesurer les forces de serrage, on va dire, sur un produit où on va mesurer la force de serrage. Aujourd'hui, on est sur mesure en temps réel de la force de serrage, la vitesse d'accélération pendant l'usinage. Et donc, on a développé des jeux de mort qui sont connectés avec les machines, avec les smartphones, pour pouvoir, en temps réel, s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de risque de casse et donc d'avoir des pièces qui soient mortes, quoi. Donc la nouveauté, c'est la numérisation, c'est l'objet connecté. C'est l'objet connecté, exactement, c'est bien ça. Et on en a un exemple, si vous voulez. Alors il y a un exemple, il y en a plein derrière, mais là vous avez une pièce devant vous. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Une description, voilà, technique. Donc c'est un jeu de mort qui est connecté avec une batterie et une carte mère qui est donc reliée avec un IHM directement connecté à la machine qui envoie des informations en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir aussi sur l'illustration, on va serrer la pièce. À partir du moment où la pièce elle est serrée, vous allez avoir la force de serrage en temps réel. Vous allez mettre en rotation le mandrin, vous allez avoir la vitesse de rotation également. Ça va par exemple permettre de nous assurer qu'avec une vitesse de rotation élevée, on a un risque de lâcher pièce. Et bien grâce à ce système-là, on va pouvoir mettre des limites, dire attention, si j'atteins telle vitesse de rotation, ma force de serrage va avoir dû diminuer de temps et je risque d'avoir un lâcher pièce, la machine s'arrête. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, on est capable également de mesurer la température, ce qui permet en temps réel de s'assurer que si on a une usure outil, on va avoir une dégradation du signal, qui va donc dégradation du signal, donc ça veut dire aussi que l'on va faire arrêter la machine avant qu'il y ait une casse-plaquette qui va générer un problème sur la pièce. L'idée derrière tout ça, c'est toujours la productivité ou c'est aussi la sécurité? Alors, c'est la productivité, la sécurité, c'est de la maintenance prédictive également. C'est vraiment, on touche vraiment au 4.0, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir récupérer toutes les données pour pouvoir anticiper la casse, le risque, on va dire, avec le travail sur la machine et pouvoir faire même de l'analyse statistique sur le nombre de pièces fabriquées, l'augmentation de durée de vie d'une plaquette, parce qu'aujourd'hui on se base pour la durée de vie d'une plaquette sur des estimations. L'avantage avec l'outil, c'est qu'on est en temps réel. En temps réel, si l'outil est prévu pour faire 200 pièces et qu'au bout de 250 on n'a pas de dégradation de signal, ça veut dire que l'outil est capable d'aller plus loin. Donc on fait également des économies, de l'optimisation. Oui, c'est ça l'idée, le temps réel, c'est ce que permet la numérisation. Exactement, c'est ça. L'objet connecté. Voilà, exactement, l'objet connecté. Et je dirais qu'on est un complément par rapport à toutes les machines aujourd'hui, machines-outils qui sont connectées de plus en plus. On va dire qu'on apporte un complément à leur partie connectée de leur machine avec le mandrin et le jeu de mort qui est capable de donner des informations supplémentaires en fait. Voilà.
Voilà Jacques, on se reconnecte en studio avec vous après cette présentation de Rome. Merci beaucoup Steve, je vous laisse continuer à arpenter les allées du salon à la découverte des exposants. On va parler maintenant d'Evolis, dont vous êtes un des présidents sectoriels, on va dire, puisque chez Evolis, donc, c'est un grand regroupement d'énormément d'entreprises. Je crois que vous êtes 200 adhérents. 270 sociétés adhérentes, plus un certain nombre de sociétés apparentées adhérentes. Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant avec ce grand groupement, c'est que eh bien, on a des branches, on va dire, des branches sectorielles, et la machine-outil, vous êtes le président de cette division. Donc, Evolis, c'est une organisation professionnelle récente qui vient de fusionner entre le CIMOP, le syndicat des machines et outils de production, historique syndicat de la machine-outil, de la robotique, de l'emballage, de la commande numérique, du contrôle de la métrologie, et maintenant de la partie numérisation. Qui s'est rassemblé avec une autre organisation professionnelle qui, elle, était sur des biens d'équipement industriels, hors usine ou en usine, c'est-à-dire la logistique, le système de pompe et tout ce qui est engin de chantier, que ce soit engin de chantier ou engin d'usine. Donc c'est, de manière globale, du bien d'équipement associé à la production industrielle au sens absolument large. C'est une grosse organisation qui maintenant rassemble plutôt 600 sociétés, et qui est globalement 20 000 salariés sont représentés, donc quelque chose d'assez important, qui a aussi une véritable stratégie. Le sous-titre, c'est l'industrie en mouvement, les acteurs de l'industrie en mouvement. Alors chaque mot a été pesé. Les acteurs, c'est les gens qui font les choses. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul. On parle d'un mort connecté sur un tour qui va interagir avec la qualité de la pièce, avec la performance de la pièce, qui va interagir avec en temps réel l'utilisation des outils coupants. C'est encore une partie qu'on va retrouver dans Evolis. On ne peut plus rien faire tout seul, et c'est ça, acteur de l'industrie en mouvement, parce que l'industrie est en mouvement. Les technologies changent, les manières de faire changent. La compétitivité, elle ne change pas, elle est toujours là, elle est toujours clé. Donc effectivement, cette organisation professionnelle a plusieurs aspects. La première chose, c'est de mettre en relation ses propres acteurs. On est ici sur je dirais, le magasin de jouets de l'industrie, d'un côté. De l'autre côté, il y a des aspects normatifs, de normalisation, à la fois au centre de la France et en Europe, mais aussi entre l'Europe et le reste du monde, parce que les normalisations, c'est un sujet qui peut être assez important. C'est soit un vecteur de développement, soit un frein. On a après aussi à intéresser les politiques, qui sont eux-mêmes générateurs de normes, de lois, ou de subventions, ou au contraire de freins. Donc ça fait aussi une place assez importante. Cette année, sur le salon, on a la chance d'avoir un ministre pendant 2 jours, un certain nombre... c'est la première fois, hein. on peut lire, voilà, c'est la première fois. On peut noter quand même le fait, il y a vraiment un intérêt très fort aujourd'hui des pouvoirs publics de dynamiser l'industrie. Voilà, alors c'est vrai, ça a été à la mode il y a une dizaine d'années, mais il n'y avait pas eu l'action. Donc là, effectivement, on a aujourd'hui l'action. On a une autre problématique qui est la problématique de la succession des acteurs d'aujourd'hui. L'industrie, c'est du long terme, mais il nous faut aussi des ressources à long terme. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'emphase sur l'information dans le milieu scolaire, dans le milieu estudiantin, pour qu'on puisse trouver demain les ressources qui se passionnent. L'industrie, c'est passionnant, mais il faut déjà qu'on sache que ça existe. Excellent. Et alors, ce qui est important dans ce grand regroupement, ce que vous évoquiez, c'est le fait que ça soit justement multisecteur, que ça soit un acteur qui entraîne l'industrie dans son ensemble. C'est important parce que ça favorise les collaborations, les interactions entre les différents acteurs. On n'est pas dans une fédération sectorielle où il n'y a que de la plasturgie ou que de la métallurgie, etc. Oui. On a tout cet ensemble d'acteurs et ça favorise, j'imagine, des nouvelles connexions. Ah bien, ça favorise des connexions, on va dire, à l'intérieur. Ce qui favorise tout simplement un syndicat professionnel, une organisation professionnelle, a aussi sa propre production. La taille fait non seulement la force, mais aussi la fusion des différentes forces des différentes organisations professionnelles précédentes. Que ce soit du technique, que ce soit de la technologie, que ce soit de l'organisation, de l'aspect politique. Donc effectivement, ce n'est pas du tout sectoriel, c'est multisectoriel. Tous les secteurs d'activité, tous les secteurs de les machines. Alors justement, à propos de multisectoriel, on va
continuer avec les outils de coupe. Steve, je vous vois sur le stand de Tungalloy. Voilà, tout à fait, Jacques. Et vous le prononcez bien, parce que moi, je disais Tungalloy, et monsieur William Mayence, qui est le directeur général de l'entreprise, m'a corrigé. Alors, Tungalloy, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, un petit CV, et puis après, vos solutions, celles présentées, en tout cas, ici. Et je vais mettre mon petit chrono, parce qu'on est en live, et il ne faut pas dépasser le temps. Voilà. Eh ben, écoutez, bonjour à tous, enchanté. Donc Tungalloy est un carburier japonais d'outils coupants. Donc notre métier, c'est la fabrication et la conception d'outils pour l'usinage, donc tournage, perçage, usinage de gorge et fraisage bien sûr. Et donc on essaye d'amener sur le marché les outils les plus innovants pour optimiser les process d'usinage. Donc moi je dirige donc la filiale française de Tungalloy, donc Tungalloy France. D'accord, avec des outils pour quel secteur industriel? Tout secteur. Donc aujourd'hui, nos clients sont dans la mécanique générale, bien sûr, mais également donc, dans l'aéronautique, l'automobile, le médical, le pétrolier. Voilà, on fournit l'ensemble des usineurs français. D'accord. Alors d'une manière générale, une question très globale que je pose beaucoup ici, parce que c'est l'objectif d'un salon, c'est d'innover, de montrer de l'innovation. Qu'est-ce qui innove dans votre secteur? Aujourd'hui, Tungalloy travaille beaucoup sur la décarbonisation des produits. Donc à la fois dans les process de fabrication, donc on essaye de moderniser nos usines au Japon pour utiliser de l'énergie décarbonée pour produire nos produits, mais également d'apporter des solutions à nos clients sur la décarbonisation de leurs process. Donc ça va donc il y a plusieurs leviers. Donc le premier, c'est d'optimiser l'outil coupant. Je peux vous montrer un exemple? Oui, il veut nous montrer comment ça marche. Voilà. Alors, on va se rapprocher un petit peu avec Pierre. Voilà. Donc l'objectif, c'est que sur une plaquette en carbure, donc qui est du consommable, donc qui est destinée à être jetée, c'est d'optimiser au maximum la masse carbure. Donc c'est de multiplier le nombre d'arêtes de coupe. Donc voilà, ça c'est un tout nouveau produit sur lequel on est passé de 2 arêtes de coupe à 4 arêtes. Donc là, on va utiliser la plaquette 2 fois plus longtemps. Donc on va réduire par 2 les déchets générés par l'usinage. Donc ça permet à nos clients justement d'optimiser leur process à la fois sur l'utilisation du matériel, par la technologie du matériel, mais aussi de réduire leurs déchets d'usinage. Donc ça c'est un des piliers. Le deuxième, donc ça va être d'optimiser les temps de cycle pour limiter l'utilisation des machines-outils, parce qu'une machine, ça consomme de l'énergie. Donc le but, c'est de réduire les temps de cycle. Donc si on arrive à produire une pièce en 20 minutes plutôt qu'en 45 minutes, c'est autant d'énergie économisée par l'entreprise pour produire ces pièces. Ce qui veut dire que Tungalloy agit en amont, mais aussi en aval. Exactement. Donc on agit sur la production même de nos produits. Donc je vous ai dit en décarbonant nos moyens de production. On travaille aussi sur la partie marketing. On va utiliser du papier recyclé pour les emballages, des choses comme ça. Donc on fait très attention aux produits qu'on amène sur le marché et on accompagne nos clients à décarboner leur process d'usinage. Ce qui veut dire qu'on peut décarboner tout en étant efficace avec des machines, c'est-à-dire qu'on peut couper, continuer de bien travailler, mais même si on est plus vertueux. Exactement, le but c'est de continuer à produire efficacement, à limiter donc l'utilisation des machines en faisant des économies d'énergie, en produisant plus rapidement et aussi avec des nouvelles technologies d'usinage qui vont générer moins d'efforts au niveau des broches machines. Donc là c'est pareil, on va limiter donc l'énergie consommée. Et également donc faire attention à optimiser au maximum, à utiliser au maximum l'outil coupant. Et donc ça vient par vraiment de nouvelles technologies où on va maximiser le nombre d'arêtes de coupe, on va réduire les tailles des outils, on va remplacer du carbure monobloc par des outils à plaquettes. Le but c'est de réduire au maximum le consommable. Voilà, si je voulais... je pourrais dire que mon objectif c'est de vendre de moins en moins de consommables à mes clients. Voilà comment on peut être vertueux tout en étant efficace avec des produits qui sont moins carbonés. Exactement. Voilà, merci William Mayence et à vous en studio. Merci beaucoup Steve. On va rebondir juste sur ce que disait ce monsieur de chez Tungalloy. Aujourd'hui, la décarbonation, c'est un vrai sujet pour l'entreprise, pour les usines et pour toute l'industrie en général. Comment ça se passe dans le secteur des machines-outils? Sur quel levier on peut jouer aujourd'hui pour aller vers le durable, pour aller vers une entreprise plus vertueuse?
La consommation des machines, les matières utilisées, etc. Ouais. Alors, il y a effectivement la consommation des machines, l'évolution sur les moteurs. Là, on a un exemple d'un outil coupant qui va lui-même être utilisé plusieurs fois. On parlait tout à l'heure du rétrofit de machines, c'est-à-dire d'économie circulaire. Des machines rétrofitées par leurs constructeurs avec un niveau de qualité connu, des machines qui sont garanties, donc un second marché, donc du recyclage, non pas uniquement de sous-ensemble, mais de machines complètes. Donc il y a tous ces aspects, sur tous les aspects, on va pouvoir faire des économies. Le plus important, ça ne va pas être l'économie du moteur qui fait tourner la machine, mais de tous les périphériques qu'on va trouver autour, le refroidissement, le chauffage, les outils coupants, la filtration, les méthodes de mesure, de contrôle, de nettoyage. On est déjà passé tout à fait en revue. Toutes ces technologies participent à la décarbonation, à la réduction de la consommation énergétique. Toutes. Et donc c'est une vaste réflexion aujourd'hui qui englobe plein de secteurs différents, comme vous l'évoquez, les périphériques. Là-dessus maintenant, on va concentrer un petit peu plus d'énergie. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui était un peu moins à la mode. L'urgence de ce sujet n'avait pas encore été comprise, mais ces sujets sont travaillés depuis longtemps, puisque quelque part, c'est déjà un élément de la performance de l'entreprise. C'est le coût de production. L'énergie fait partie du coût de production. Excellent. Alors, parmi les sujets qui sont à la mode aussi, on a la formation. Le ministre, ce matin, M. Roland Lescure, était sur les Golden Tech avec toute une pléiade de femmes entrepreneuses pour célébrer justement ce 8 mars et la place de la femme dans l'industrie. La formation pour vous, c'est un sujet crucial pour avoir justement les bons collaborateurs au bon moment? Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la formation et il y a l'information. Un gamin qui est en 4e ou en 3e va commencer à faire un choix éducatif. Il va arriver à 18 ou 20 ans, il n'a pas fait ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans certaines technologies de l'industrie. Donc à mon sens, il faut que... c'est un message au corps enseignant. Il faut visiter des salons, il faut visiter des usines. Alors on va revenir sur ce sujet de la formation en laissant le direct continuer et on va... on laisse la place au direct, mais on continue cette émission bien sûr, en évoquant la formation. Et du coup, on était en train de... Non, mais on continue là, en live comme ça. Effectivement, la formation, on a un système éducatif qui est de bon niveau en France. On a la formation académique, de la formation par apprentissage, qui ont leur force et leur faiblesse dans les deux cas. Et donc ça se complète, c'est pas en opposition. La première chose, c'est de l'information. L'industrie, c'est intéressant, c'est technique, on peut se développer, on fait des choses... Mais faut-il le savoir? Il faut-il le savoir quand on commence à chercher une orientation scolaire? Et donc ça se travaille entre la 4e et la 3e, pas à partir du bac+2. Dans l'industrie, on va retrouver quelques travaux de force à droite et à gauche, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, l'industrie, c'est de la techno, c'est de la compétence. Il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie. On se demande pourquoi, parce qu'il n'y a aucun job spécifiquement masculin dans l'industrie. D'autant que, puisqu'on est sur le sujet, on s'aperçoit que la pénibilité a considérablement diminué quand même. Avec les cobots, avec les porteurs de charge, avec la force physique aujourd'hui n'est plus forcément un atout pour travailler dans l'industrie comme ça l'a été à un moment. Voilà, mais ça fait assez longtemps que c'est plus du tout. Aujourd'hui, quand on a parlé de machines-outils, on voit il y a un système de manutention de pièces. On parle de techno, on parle d'informatique, on parle de connaissance des matériaux, on parle de technologie, on parle de compétences. La compétence, ça vient avec la formation scolaire et après dans l'entreprise. Il n'y a aucun job aujourd'hui, à part des points très particuliers, qui demandent une force musculaire particulière. Donc quelque part, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas 50% de femmes dans l'industrie. Que ce soit dans l'atelier, que ce soit dans les bureaux, que ce soit à la direction de l'entreprise, dans le commerce, à n'importe quelle fonction de l'entreprise. On en est à 27, 28% je crois de femmes dans l'industrie au niveau global. On pourrait facilement monter peut-être en objectif un peu atteignable. On pourrait arriver à 35% dans les quelques années prochaines. Alors moi, dans la société civile, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Oui. Dans l'entreprise, ça devrait être la même chose. Alors, je vois Steve qui est prêt. Steve, je crois que tu es dans les allées avec le groupe Heidenhain. Global Industrie, toujours avec le groupe Heidenhain, avec Nicolas Serre, qui est le gérant de Heidenhain France. Alors, expliquez-nous un petit CV rapide.
Alors Heidenhain, c'est un groupe international allemand, c'est une fondation, on est un peu plus de 8000 personnes dans le monde et on est implanté un peu partout dans le monde. On a 2 corps de métiers principaux. Le premier, c'est la mesure de positionnement de très haute précision, soit sur un axe, on parle de règles, soit en rotation, on va parler de codeur ou de codeur angulaire, codeur rotatif ou codeur angulaire. Et le deuxième savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le motion control, donc le pilotage du déplacement également de très très haute précision. Alors bien sûr, on va se baser sur nos codeurs et nos règles, mais servicement. Et dans le monde de la machine-outil, ce savoir-faire de motion control, il se transcrit en termes de commandes numériques. Voilà, on développe des commandes numériques depuis 1980. On est précurseur dans ce domaine-là. Et sur le salon, on présente la TNC7, qui est la 7e génération de commandes numériques à Heidenhain. D'accord, et c'est ce qu'on voit derrière, c'est ça que vous allez nous présenter rapidement, en tout cas nous dire ce que c'est exactement. Exactement, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est la commande numérique, c'est véritablement le cerveau de la machine-outil. Cette nouvelle génération de commandes numériques, elle répond pour nous à 2 objectifs majeurs que peuvent avoir les industriels, qui vont être évidemment d'améliorer leur productivité, ça c'est depuis toujours, mais je pense qu'aujourd'hui un des challenges aussi, c'est d'avoir une commande numérique qui soit à la fois attractive et facile d'utilisation. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec la commande numérique TNC7. L'objectivité, et c'est souvent la question que je pose, c'est une question de temps réel, c'est ça, de données en temps réel, de retour des données rapides, c'est ça le but ? Alors il y a effectivement le retour des données rapides, mais il y a surtout qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a aussi l'objectif, c'est de simplifier les tâches des gens qui sont sur les machines. Donc je vous parlais de convivialité par exemple. Il y a une opération qu'on appelle le dégauchissage, qui est le positionnement à la fois des pièces dans la zone de travail de la machine. Et ça, on a mis en place des cycles de palpage qui permettent de le faire de façon extrêmement rapide et sans erreur. Donc même avec quelqu'un qui n'est pas très compétent et pas très bien formé ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à mettre en place. Donc on répond à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur industriel. Exactement, on facilite énormément la prise en main de la machine. Sur ce salon, il y a ça, il y en a d'autres aussi. L'innovation dans votre secteur, où se trouve-t-elle? C'est ça, c'est la connectique, le temps réel, la donnée? Oui, exactement. Et d'ailleurs, si on parle de réel, de données en temps réel, quelque chose qui est aussi très intéressant là, c'est qu'on a une option qui s'appelle Process Monitoring et qui permet d'enregistrer en continu ce qui se passe dans la machine-outil et notamment la charge qui est mise sur la broche. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour la production série, on va pouvoir comparer la production qui est en cours en ce moment avec une production de référence. Et donc, par rapport à cette production de référence, on va franchir des fourchettes basses et hautes de tolérance et on va comparer en continu ce qui se passe dans la machine avec ce process de référence. Et dès qu'on va sortir de cette plage de tolérance, il va y avoir une alerte. Et ça va évidemment éviter des coûts de non-qualité et permettre de piloter au mieux la production. Voilà Jacques, vous pouvez reprendre une activité sur le plateau après cette interview de Nicolas Serre, le gérant de Heidenhain. Merci beaucoup Steve. On enchaîne, je vous laisse courir pour aller voir notre dernier exposant chez Chimirec, qu'on aura quelques minutes avant la fin de ce live, de ce sujet sur la machine-outil. En guise de, on a balayé pas mal de sujets, en guise de... pas de conclusion, mais un petit peu d'ouverture justement. Au lieu de conclure, on va ouvrir sur demain. On a évoqué beaucoup de sujets sur la machine-outil, tout ce qui est personnalisation aujourd'hui, le sur-mesure. On a évoqué l'international, on a évoqué les grandes organisations avec typiquement Evolis, qui rassemble aussi des syndicats. L'avenir de la machine-outil demain, si on se projette à 5 ans, quelles sont les routes? On a parlé du plan France Relance hier, avec les officiels. Quelle place elle va avoir la machine-outil dans ce grand plan de réindustrialisation? Alors, si même on veut faire un zoom encore plus arrière, et non pas parler de la machine-outil, mais de l'industrie, peut-être un peu de philosophie, l'industrie c'est un soutien de la démocratie. Parce que dans une industrie, on va trouver quelqu'un pour passer le balai dans l'atelier, et de l'autre côté de l'échelle, on va trouver des doctorants pour inventer les matériaux de demain. Et donc on va pouvoir trouver dans l'industrie du travail pour toutes les strates de la population, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les très moins jeunes, et tous les niveaux d'éducation. Contrairement à certains métiers où on va avoir quelques individus qui gagnent des millions d'euros et d'autres qui cherchent du boulot, on peut nourrir toutes les couches de la population, tous les âges de la population, tous les genres de la population dans l'industrie. Et c'est ça, en fait, qui est un soutien de la démocratie.
Et alors, c'est une très très belle mission, le soutien de la démocratie. Et on le voit, ça fait partie, l'industrie et la machine-outil qui est le cœur de l'industrie, c'est vraiment les fondements de la société finalement, parce que ça permet d'avoir tout ce qui nous entoure ici, des fauteuils, des voitures, des avions. Exactement, on fabrique. Il suffit d'avoir un tout petit peu l'observation. Les pays riches sont les pays qui sont industrialisés. Oui. Donc si on veut devenir riche, il faut qu'on s'industrialise. Et pour ça, il faut qu'on ait des ressources de demain. Les technologies, on les a. Il faut juste intéresser par faire savoir que l'industrie existe et qu'elle offre des métiers intéressants pour que demain on ait plus de monde dans l'industrie. Donc on parlait de pénurie de main-d'œuvre. C'est abracadabrant. Il suffirait que les gens sachent que ça existe pour qu'ils puissent s'y intéresser. On devient riche, on devient dans une démocratie stable. C'est le paradis. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur. Garder l'industrialisation, comprendre que c'est au fait des sociétés, et on est dans voilà, ce salon le montre. Aujourd'hui, il y a quand même une très belle dynamique. Il y a un retour en force de l'industrie, ça se voit. Oui, ça se voit. Alors, l'industrie, c'est du long terme, avec une capacité de rebond à court terme. Exactement. Il y a 2 ans, tout le monde était à l'arrêt. L'année dernière, on avait des problèmes de composants électroniques. Après, il y a une guerre qui influe sur le paysage de toute l'industrie, de toute l'activité. Et néanmoins, aujourd'hui, les allées sont pleines ici. Il y a des demandes de clients à court terme, à long terme. Il y a des investissements. Il y a des échanges entre des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, qui puissent développer. Donc, il y a 2 ans, c'était le marasme absolu. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des opportunités qui se font de partout. Donc l'industrie, la machine-outil, l'industrie mécanique, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup Marc Troya d'être venu nous raconter et nous dévoiler tout cet univers de la machine-outil. Je rends l'antenne. Global Industrie continue sur le plateau de GE Channels.